Bonsoir à tous et bienvenue. 48 heures après leur retour au pays, les 145 premiers migrants ivoiriens rapatriés en Côte d'Ivoire poursuivent leur séjour à l'INGS de Marcory. Passé le traumatisme et le choc, ils racontent l'enfer tunisien, une destination Eldorado devenue prison dorée. Toutes les confidences et révélations à suivre. Secouée par les contestations suite aux propos jugés racistes de son président, la Tunisie a annoncé de nouvelles mesures relatives aux conditions de séjour des migrants et étudiants subsahariens. Pour beaucoup, il s'agit de ruses pour maintenir une main-d'œuvre dont Tunis ne peut se passer pour son agriculture et ses industries. Nous serons en direct de Tunis dans ce journal. Et puis le décès de l'ex-chargé de mission de feu Félix Houphouët-Boigny, Abdoulaye Diallo, est décédé ce lundi à plus de 90 ans, ancien maire de Djikanou. Le géniteur de feu Augustin Sidi Diallo, ex-président de la FIF, le patriarche Abdoulaye Diallo a été un militant de première heure du Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Le président de la République lui a rendu un hommage que vous suivrez dans ce journal. Ils sont de retour chez eux en Côte d'Ivoire, fuyant les violences anti-migrants en Tunisie. 48 heures après leur retour au pays, les 145 premiers migrants ivoiriens rapatriés en Côte d'Ivoire poursuivent leur séjour à l'INGS de Marcory. Passé le traumatisme et le choc, ils racontent l'enfer tunisien, une destination Eldorado devenue prison dorée. Dans l'intimité des migrants de retour au bercail, un reportage immersion que vous suivrez dans le courant de ce journal. Secouée par les contestations suite aux propos jugés racistes de son président, la Tunisie a donc annoncé aujourd'hui de nouvelles mesures relatives aux conditions de séjour des migrants et étudiants subsahariens. Enregistre-t-on une accalmie ou une amélioration des conditions de vie des subsahariens dans le pays après l'annonce de ces nouvelles mesures censées protéger les subsahariens? Une question que nous poserons dans quelques instants à Paul-Laurent Niobé-Lipo, directeur exécutif African Business Leaders, basé en Tunisie depuis plus de 10 ans. Mais avant, la réaction de migrants de retour aux yeux de qui il s'agit tout simplement d'une ruse pour maintenir une main-d'œuvre dont Tunis ne peut se passer pour son agriculture et ses industries. Le point avec Thiemé Dandje et Eric Kimo. Face aux pressions de toutes parts, la Tunisie capitule et revoit sa copie. Une semaine après la vague de violence contre les communautés subsahariennes vivant en Tunisie, de nouvelles mesures migratoires voient le jour. Censées répondre aux préoccupations moult fois exprimées des organisations de la société civile impliquées dans la défense des droits des migrants, ces dispositions nouvelles se déclinent en 7 points, dont 2 avancées majeures, à savoir la délivrance de cartes de séjour d'1 an au profit des étudiants des pays africains pour renouveler périodiquement leurs documents en temps voulu sur une période de 12 mois, contre 6 mois par le passé. La rallonge de l'arrivée de résidence à 6 mois, contre 3 mois auparavant. Face aux actes de violence contre les subsahariens qui affluent devant les locaux de l'OIM Tunis et les ambassades de leur pays, les autorités tunisiennes mettent un numéro vert pour permettre aux résidents des pays africains frères de signaler toute violence. Depuis Abidjan, 48 heures après leur rapatriement, des migrants de retour se prononcent. C'est de nouvelles mesures, c'est vrai, nous avons entendu parler de ça, mais pour moi personnellement, c'est regrettable et c'est trop tard. C'est par là que nous devions commencer. Voilà, le président a tenu un discours qui a mis de l'huile sur le feu et il y a eu trop de dégâts. Est-ce que ces nouvelles mesures-là vont dédommager les personnes qui ont été violées, qui ont été violentées, qui ont été arrêtées arbitrairement? Est-ce que cela va apaiser les choses? Depuis 2015, je suis en Tunisie, je connais leur mentalité, ils sont très rusés. Actuellement, ils ont besoin de la main-d'œuvre. Donc, ils ont constaté que beaucoup sont en train de rentrer. Même sur les pages tunisiennes, ils sont en train de lancer un appel au travail. Mais on est désolé, beaucoup sont rentrés. Donc... Nous, on a perdu. Moi, par exemple, j'ai tout perdu. Hein. Il y a eu des blessés graves. Hein. Il y a eu des agressions, tout ça là. Qui va réparer? Ce sont ces lois-là, ces nouvelles résolutions-là qui vont guérir nos frères, tout ce qu'ils ont perdu. Est-ce qu'il y aura un dédommagement? Ces mesures nouvelles interviennent dans un contexte de dénonciation par les organisations régionales et sous-régionales, ainsi que l'organisation de rapatriement volontaire par les pays à la rescousse de leurs ressortissants, dans la Côte d'Ivoire qui a déjà arrêté un plan de vol retour en 6 rotations. Le premier est arrivé samedi en début de soirée et le second se pose demain mardi avec à bord 145 autres migrants en détresse. Comme annoncé, nous sommes en direct avec Paul-Laurent Niobé-Lipo, qui est directeur exécutif de African Business Leaders, basé en Tunisie depuis plus de 10 ans. Paul-Laurent Niobé-Lipo, bonsoir. Bonsoir. Comment vous expliquez ce rétropédalage de la Tunisie qui annonce ces mesures d'aide aux résidents étrangers alors qu'il y a à peine une semaine, le président Kais Saïed prononçait ce discours anti-migrant?
Alors certainement, le président ne s'attendait pas aux réactions qui ont suivi son discours, réactions tant sur le plan national qui, en mon sens, ont aussi été négligées parce qu'il y a eu une vraie manifestation sur le discours sur l'antiracisme et ça avait été négligé. Maintenant, les médias en parlent énormément. Derrière, la communauté internationale aussi n'est peut-être pas expressive, mais est dans l'ombre certainement en train de discuter avec le gouvernement tunisien. Par exemple, on apprend aujourd'hui que la Banque mondiale a arrêté les discussions avec la Tunisie et les ont reportées pour une date ultérieure durant le mois de mars, donc, et notamment dû à ces violences sur le racisme envers les populations subsahariennes en Tunisie. Donc, voilà les éléments qui aujourd'hui obligent la Tunisie à revoir sa copie. Mais maintenant, est-ce que on va dire que c'est un réel travail de fond qui a été réalisé par le gouvernement tunisien? Je dirais non, malheureusement. Pourquoi? Parce que les étudiants ne sont pas les seuls demandeurs de titres de séjour en Tunisie. Alors justement, ils ont annoncé, en premier lieu, ils ont décidé de délivrer des cartes de séjour d'un an aux étudiants ressortissants de pays frères africains pour faciliter leur séjour et leur permettre de renouveler périodiquement leurs documents. Est-ce que c'est le genre de mesure de nature à rassurer les subsahariens sur place en Tunisie? Pas forcément, parce que en réalité, elle était déjà indiquée qu'elle devait faire un an. On attend de voir est-ce qu'il y aura un nouveau format, est-ce qu'il y aura une nouvelle indication sur les cartes de séjour. Ça, il faudra attendre certainement 2024 parce que là, la période pour déposer les cartes de séjour pour une année académique ont déjà été déposées, si on parle des étudiants ici dans ce cas précis. Donc, c'est pour ça que c'est, en mon sens, cosmétique, juste pour calmer les ardeurs des communautés internationales et des communautés locales. Ce n'est vraiment pas un signe qui, pour les étudiants, les permettra de rester en Tunisie. Il y a une autre mesure, hein. Les autorités ont décidé de prolonger les attestations de résidence de 3 à 6 mois pour des personnes venant de nombreux pays subsahariens, comme la Côte d'Ivoire, qui bénéficie d'une exemption de visa de 3 mois à l'entrée de Tunisie. Pour vous, toutes ces mesures, c'est de la cosmétique? Excusez-moi, ce n'est pas que je balaie de la main les efforts du gouvernement tunisien, c'est juste que on est vraiment quelque part à une déconnexion de la réalité. La réalité, c'est quoi? C'est que on fait juste un travail sur le déplacement des personnes. Mais en ce qui concerne les biens, où sont les réformes? Parce qu'aujourd'hui, par exemple, les étrangers subsahariens ou les étrangers en général, quand ils arrivent en Tunisie, ils n'ont pas le droit d'avoir accès aux services bancaires. Ils ne peuvent pas transférer de l'argent dans leur pays d'origine. Ils ne peuvent pas, à l'intérieur de la Tunisie, transférer de l'argent dans d'autres régions. Ils n'ont pas la possibilité de créer des comptes bancaires. Voilà un peu un ensemble de difficultés sur lesquelles il faut réformer. Pour ceux qui viennent avec la volonté de créer une entreprise, ils ont des difficultés à ouvrir certains secteurs d'activité. Donc, ici, venir donner des visas et rallonger le séjour d'entrée sans avoir la capacité de régulariser son séjour, sans avoir la capacité d'investir, sans avoir la protection du gouvernement, parce que les violences continuent toujours jusqu'à présent, parce que les arrestations continuent toujours jusqu'à présent. Alors, où est la sécurité qui nous est proposée ici? C'est aussi là le problème. Ce qu'on attend de la présidence, c'est qu'il y ait un travail de fond qui avait déjà été fait avec la société civile et qu'il faille réformer aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, vous avez des sociétés tunisiennes qui gagnent des marchés en Afrique subsaharienne à des millions d'euros et c'est la réciprocité qui doit être appliquée avec les subsahariens qui vivent en Tunisie. C'est ce qu'on attend. La réciprocité économique, vous entendez? Oui, la réciprocité économique, c'est-à-dire que comme un Tunisien a la capacité de recevoir de l'argent dans son pays, de transférer de l'argent du pays dans lequel il est en Afrique subsaharienne vers la Tunisie, la possibilité de créer un compte bancaire, la capacité d'investir, ça doit être la même réciprocité au niveau de la Tunisie. On doit respecter les citoyens subsahariens autant que nous respectons les citoyens tunisiens en Afrique subsaharienne. C'est ça l'Afrique du futur. L'Afrique, ce n'est plus les guerres de libération, les batailles de libération, comme le disent la présidence. Ce n'est plus la création de l'Union africaine, mais c'est aujourd'hui une jeunesse qui a faim d'intégration sous-régionale, faim d'intégration économique, et qui attend aussi qu'elle soit respectée dans sa dignité.
et dans sa volonté de pouvoir travailler pour le développement du continent et même de la Tunisie ici. Très bien. Dernière question avant de vous laisser partir. La Tunisie souhaite aussi faciliter les opérations de retour volontaire dans un cadre organisé et en coordination avec évidemment leur mission diplomatique. Est-ce que ces mesures annoncées aujourd'hui pour faire baisser la tension ont eu un effet sur la vie sociale, ont eu l'avantage de freiner les violences dans le pays envers les subsahariens, depuis ce matin notamment? C'est ce que je disais à l'entame de ma prise de parole. Pour vous, il n'y a aucun impact sur le terrain? Sur le terrain, sur le terrain, il n'y a aucun impact. Par exemple, la aujourd'hui, violence dans se la ville de poursuit. Sfax, 25 subsahariens ont été arrêtés, certainement parmi eux encore des citoyens ivoiriens dans la ville de Sfax, dans la route de Gabès, kilomètre 5. Vous avez à Tunis des agressions en plein bus. Vous avez par exemple une femme qui a été interdite, subsaharienne, qui a été interdite de monter dans le bus parce qu'elle n'avait pas sa carte de séjour, pourtant elle avait son passeport valide. Vous vous imaginez un peu dans un pays où c'est un chauffeur de bus qui vous demande votre carte de séjour? C'est ça le problème. Aujourd'hui, il y a des pancartes où on interdit aux subsahariens de pouvoir voyager entre les régions s'ils n'ont pas de carte de séjour. Voilà la réalité qui a été causée par ce discours et voilà où on attend les réformes, que les droits de mobilité des personnes migrantes soient respectés, que leurs droits socio-économiques soient respectés aussi, qu'ils puissent pouvoir créer des comptes, gérer de l'argent normalement comme toute personne libre et résidente normalement. Et c'est ça qu'on attend. Aujourd'hui, il y a eu un gros brouhaha qui a été créé. Il faut réformer tout cela avec des annonces concrètes par rapport à la réalité et non pas juste cosmétiques dans le but de dire qu'on n'est pas raciste. Très bien. Merci beaucoup Paul-Laurent Niobé-Lipo. Je rappelle que vous êtes le directeur exécutif de African Business Leaders. Vous êtes basé en Tunisie et vous étiez avec nous pour commenter cette actualité depuis Tunis. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci. Ils sont de retour chez eux en Côte d'Ivoire, fuyant justement les violences anti-migrants en Tunisie. 48 heures après leur retour au pays, les 145 premiers migrants ivoiriens rapatriés en Côte d'Ivoire poursuivent leur séjour à l'INJS de Marcory. Passé le traumatisme et le choc, ils racontent l'enfer tunisien, une destination Eldorado devenue finalement prison dorée dans l'intimité des migrants de retour au bercail. Un reportage immersion de Thiemé Dandje et Tanguy Conan. Aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan-Cocody, 18h15. Sur le tarmac, le porteur de la compagnie nationale. À bord, 145 migrants ivoiriens pris dans la spirale du discours identitaire et xénophobe en Tunisie, dont 45 femmes et 5 nouveau-nés. En première ligne pour l'accueil, au pied de l'échelle de coupé, le Premier ministre Patrick Hachi. À ses côtés, la chef de la diplomatie ivoirienne et les hommes de la direction générale de la diaspora. À la manœuvre pour le rapatriement des 1300 compatriotes volontaires pour le retour au pays. À la descente, mine gaie, accolade et poignées de main chaleureuses. Pour les blessés et les malades rapatriés, la descente est difficile, mais le soulagement du retour au bercail chasse la déprime du départ à la sauvette. À terme, tous sont convoyés sur le site aménagé par les opérations de profilage du migrant de retour. À leurs petits soins, personnel de la DGD ou encore agents de santé et de sécurité s'affairent à s'enquérir de l'état mental et physique. Là encore, ils ont le soutien du chef du gouvernement. À cette opération de solidarité, l'organisation sous-régionale ajoute sa voix. Les parties impliquées dans ce dossier font des précisions et rassurent. Ce sont au total 1300 personnes qui se sont inscrites volontairement pour un rapatriement ici en Côte d'Ivoire. Donc à l'arrivée des 145 premières personnes, vous avez vu, il y a tout un dispositif qui est mis en place parce que nous faisons tout un profilage. Et après l'étape de l'aéroport, donc ils seront conduits à l'INJS où ils passeront 3 jours. Je voulais profiter pour remercier le président de la République qui a donné non seulement des instructions, mais les moyens pour que les 1300 personnes reviennent ici en Côte d'Ivoire. Un esprit de tristesse puisque malheureusement ils viennent dans des conditions un peu difficiles, mais la joie aussi parce que son Excellence Monsieur le Président de la République, Alassane Ouattara, a décidé de ne pas laisser tomber ses compatriotes, n'est-ce pas, qui subissaient quand même, qui étaient affligés à l'étranger.
Et il a décidé donc d'affréter un avion pour les faire amener au pays afin que, eh bien, ils puissent recevoir toute l'harmonie dont ils ont besoin, toute la paix et la paix du cœur dont ils ont besoin dans leur pays. La CEDEAO est très triste de ce qui se passe en Tunisie et elle souhaiterait accompagner donc, les ressortissants qui veulent rentrer dans leur pays, puisque la majorité sont des ressortissants de la CEDEAO. Donc nous sommes peinés par ce qui se passe et nous souhaiterons vraiment que ceux qui sont volontaires pour rentrer chez eux puissent être accompagnés de manière décente et avec tout le nécessaire qu'il faut. Faut-il le souligner, de retour au pays, cette première vague sur le millier enregistré va séjourner à l'INJS, où des programmes de réinsertion sont prévus par le ministère de la Jeunesse pour la réintégration. Avant, tous recevront une allocation pour rejoindre dignement leurs familles respectives. Dans un autre registre, on s'intéresse à l'opération de sensibilisation et de répression des violations du code de la route. Conformément aux instructions du gouvernement, forces de sécurité et agents de Lozère sont à nouveau sur le terrain depuis samedi, 6 jours après le début de la mise en œuvre du permis à points. Pour la reprise, moins de conducteurs indélicats semblent être épinglés, une moisson qui augure des avancées en matière de respect des dispositions, même si des inconduites persistent, comme nous le montre Thiemé Dandje et Tanguy Conan. Abidjan Sud, Carrefour Anani, commune de Port-Boué. Sur les lieux, le plus grand poste de contrôle du district de police 2 pour la reprise des opérations de sensibilisation et de répression des violations du code de la route. Y sont déployés agents de Lozère et forces de sécurité. Leur mission, sensibiliser et verbaliser tout auteur d'inconduite dans le trafic routier. Parmi les épinglés du jour, ce conducteur de minicar en partance pour Grand Bassam. Regardez la position de votre portable. On ne met pas le portable comme ça. Vous le mettez loin. Comme ça, au moins, s'il sonne, vous le mettez sur le bas côté, vous répondez. Mais si vous l'avez mis sur vos cuisses, il sonne ou bien il vibre, vous serez tenté de répondre. Or, il est interdit de communiquer au volant, de l'utiliser même en état de conduite. Autre indélicat à tomber dans le filet, ce chauffeur pour consommation d'alcool. T'as vu, non? Attendez voir. Ça veut dire quoi? Positif. Le véhicule est alors mis hors circuit. Mécontent au début, le chauffeur finit par abdiquer, saluant dans la foulée l'opération. J'étais maintenu ici parce que ce matin, mon programme, on fait 10h. Ce matin à 7h, et puis une soit à 6. Donc ils sont venus, ils ont fait l'alcool test, c'est ça, non? Voilà. Donc il était ressorti positif. Donc les frais sang, c'est ainsi, l'alcool au volant, c'est pas bon. Cap maintenant sur Abidjan Nord, le théâtre, Carrefour Faya. Là encore, des véhicules non en règle sont interpellés. Restituer l'argent de tes passagers, vont prendre notre bacar. Toi, tu vas aller au garage, tu vas réparer tout. Hein? Voilà, c'est mieux. Un mois en arrière, en une seule journée, une centaine de réfractaires aux normes de la sécurité routière avaient été interpellés. Pour la reprise, la moisson est bien maigre avec seulement une dizaine d'usagers verbalisés. Les comportements commencent à changer. La plupart des conducteurs que vous voyez dans la rue ont tous leur ceinture de sécurité. Il y a très peu, selon les rapports que nous avons eus de la première journée, il y a très peu que nous avons pris avec le téléphone au volant. Donc c'est déjà une source de satisfaction pour nous. Il faudra continuer en amplifiant, en consolidant ce qui est acquis et en amplifiant les actions sur le terrain. Cette descente sur le terrain, pour rappel, s'inscrit dans le cadre de la Semaine de la sécurité routière, instituée par le gouvernement en février dernier, ce, sur une période d'1 an, renouvelable, selon les réalités du terrain. Le civisme sur les routes consiste aussi à éviter de stationner de façon anarchique. À Yamoussoukro, la capitale politique ivoirienne, c'est un phénomène courant et très dangereux, vu qu'il concerne singulièrement des véhicules de gros gabarits, notamment les poids lourds en provenance des pays de l'Interland. Ces mastodontes de la route posent de nombreux problèmes aux usagers car ils occupent les chaussées des grandes artères de la ville. Le constat de Pierre Dipomela. Yamoussoukro, corridor sud. C'est l'heure de la pause pour ces véhicules poids lourds de marchandises diverses qui ont parcouru plusieurs centaines de kilomètres en provenance du Mali, du Niger et du Burkina Faso. Cette halte permet au conducteur et son équipage de se désaltérer et passer un moment de sommeil. Moi, mon camion est quitté jusqu'à Bamako depuis avant-hier. Donc, j'ai fait toute la nuit et la journée. J'ai roulé hier, avant-hier. Aujourd'hui, je suis rentré ici, donc je me repose. À partir de 19h, je peux décoller pour aller à Abidjan. On manque de temps de repos lorsqu'on est fatigué. Tu regardes une ville comme Yamoussoukro, soit
un coin espace l'autoroute, si tu es fatigué, tu peux garer au moins, si tu te reposes comme tu veux, puis tu décolles, maintenant tu t'en vas. Sans parking aménagé et dédié, ils garent ces énormes engins comme ils peuvent, obstruant la vue aux autres usagers. Trottoirs et une partie de la chaussée sont occupés. C'est la loi du plus fort. On gare ici parce que c'est bien plaisir pour nous pour garer ici. Nous n'avons pas de parking. Bon, on ne sait pas pourquoi on n'a pas de parking. On ne sait pas à qui il faut s'adresser pour avoir un parking. Plus le parking, nous on avait. Moi j'étais apprenti, moi je connaissais, on ne gare plus, on ne passe plus en ville pour aller garer dans ce parking. Je me demande même si ce parking existe toujours. On est obligé de venir négocier au bord de la chaussée pour garer en attendant qu'on finisse de peser. Ces stationnements anarchiques ne sont pas sans conséquences. Pour des riverains et usagers de la route, cette situation cause des accidents dont certains sont de grands drames. Ça gêne parce qu'on ne peut pas circuler, ils réduisent la voie. Et quand c'est comme ça, ça peut provoquer des accidents. Et quand il y a un accident, ils se sauvent. Au moment des constats, on ne les voit pas. Ici, au carrefour Mouton, dans le quartier d'Iolabougou, où gros et petits ruminants venus de l'Interland sont parqués, c'est le même désordre de stationnement. Le conseil municipal a entrepris de régler le problème par l'aménagement d'un site dédié, selon le maire. Carrefour Mouton, c'est, un parc provisoire pour la vente, du bétail. Pendant longtemps, au départ, c'était 2 camions, 3 camions, et ces derniers temps qu'il y a beaucoup de camions. Alors nous venons de trouver une solution. Nous sommes en train d'aménager l'espace à côté pour leur proposer donc de se garer là désormais. Qui se déclare par ailleurs incompétent pour les autres stationnements anarchiques sur la voie internationale qui traverse la capitale politique. Il y a actuellement à l'entrée de Yamoussoukro, beaucoup de camions sont stationnés là, c'est des gros camions, des citernes et tout, mais également même devant la sous-préfecture, le grand marché qui est là, il y a donc, une occupation anarchique de la voirie. La gestion de cette voie internationale est de la compétence, du district. Nous discutons avec le district et le gouverneur du district est dans de bonnes dispositions pour que nous trouvions une solution à cela. Les autorités du district n'ont pas souhaité s'exprimer pour l'heure sur la question. En attendant, faute de parking, ces chauffeurs de gros camions squattent les abords des routes, les alentours des postes à pesage et même les périphéries de la basilique Notre-Dame de la Paix. Et cette triste nouvelle, le décès de l'ex-chargé de mission de feu Félix Houphouët-Boigny, Abdoulaye Diallo, est décédé ce lundi à plus de 90 ans. Ancien maire de Djekanou, le géniteur de feu Augustin Sidi Diallo, ex-président de la FIF. Le patriarche Abdoulaye Diallo a été un militant de première heure du Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, a salué la mémoire de cet illustre serviteur de la nation. Le rappel de Salif Yalekwe. Cadre du PDCI, Parti démocratique de Côte d'Ivoire, le patriarche Abdoulaye Diallo, fidèle compagnon de Félix Houphouët-Boigny, est décédé tôt, ce lundi 6 mars 2023, à l'âge de 95 ans, à Abidjan. Il a été durant plusieurs années le premier magistrat de la commune de Djekanou, une localité située dans le centre de la Côte d'Ivoire, à quelques kilomètres de Toumoudi. Le chef de l'État ivoirien, Alassane Ouattara, a salué la mémoire d'un grand serviteur de l'État. J'ai appris avec tristesse le décès de mon aîné, le doyen Abdoulaye Diallo, ancien maire de Djekanou et fidèle compagnon du président Félix Houphouët-Boigny. Je rends hommage à un grand serviteur de l'État, un humaniste, un homme de devoir et d'engagement. Je présente mes condoléances les plus émues à sa famille et à ses proches. Que son âme repose en paix. Fondateur de Ivocep, entreprise spécialisée dans le domaine des pompes funèbres, l'illustre disparu est le père d'Augustin Sidi Diallo, ex-président de la FIF, Fédération ivoirienne de football, décédé en 2020. Il est également l'un des pionniers du Stella Club d'Adjamé. La Grande Faucheuse a aussi frappé hier après-midi un footballeur en plein match lors de la 20e journée du championnat de Ligue 1 au stade Robert Champreau de Marcory. Lors du match qui opposait son club, le Racing Club d'Abidjan, au Sol FC d'Abobo, le joueur Moustapha Sylla s'est écroulé. Sa mort a été ensuite confirmée. Ce lundi a eu lieu son inhumation dans la ville de Dabou en présence de ses coéquipiers. Quelle triste histoire racontée par Salif Yalekwe, Nathan Koné et Mathieu Rimbadet. Larmes et consternation, ce lundi, au quartier Pépinière de Dabou. Parents, coéquipiers et amis de Moustapha Sylla, joueur du RCA Racing Club d'Abidjan, décédé des suites d'un malaise en plein match du championnat local, lui ont rendu un dernier hommage. Prière mortuaire selon les rites musulmans, avant l'inhumation au cimetière municipal de Dabou.
Ça a été une surprise pour nous parce que sur l'action, on lui avait même demandé de venir serrer un peu le bloc. Et à nos grandes surprises, on le voit s'écrouler. Ça m'a fait quelque chose de cœur parce que quelqu'un avec qui je suis venu au regroupement, qui est passé chez moi avant de venir au terrain, vraiment, je ne pouvais pas retenir mes larmes. Quand j'ai appris la nouvelle, vraiment, il ne faut pas me retenir. En provenance du Djoliba FC du Mali, le milieu défensif ne présentait aucun signe de maladie, selon son entraîneur. C'est un garçon très intéressant, on l'a trouvé. Footballistiquement, on a voulu le garder, le mercato, on a activé sa licence. Et vous voyez le service qu'il nous rendait déjà. Il a joué 4 matchs. Les 4 matchs, il n'a que montré son immense talent. Pas vu de si, il venait toujours aux entraînements. Vous voyez, il quitte Dabou pour aller à Abidjan. Il ne montrait pas de signe. Même le jour de son décès, on n'a pas senti quelque chose un seul moment. La mort brusque du joueur de 21 ans a suscité diverses réactions, dont celle de l'ex-international Didier Drogba, de la Fédération ivoirienne de football et bien d'autres internautes. Cette mort brusque a soulevé la problématique de la prise en charge médicale des athlètes. Une actualité qui sera décryptée dans NCI Sport à partir de 20h30 sur nos antennes. Mais tout de suite, vous retrouverez Focus Fait divers où vous pourrez découvrir l'histoire de Bintou, 19 ans, qui a accepté de se faire exciser pour respecter la tradition et éviter les préjugés. Cependant, cette expérience sera traumatisante pour la jeune fille qui a contracté le VIH-Sida à la suite de l'excision. Déçue et affligée, Bintou n'est pas seule dans ce cas. Plusieurs jeunes filles ont été traumatisées suite à l'excision ce soir. Donc, à suivre dans quelques instants seulement, Focus Fait divers qui revient sur cette histoire. Voilà, c'est la fin de ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction, réalisé par Moussa Doumbia. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur la nouvelle chaîne ivoirienne.